Alors avant d'aller sur les pratiques à proprement parler, on va s'arrêter 5 minutes avec nos 3 premiers intervenants sur ces pratiquants. Messieurs, vous évoquiez, on va dire, la propension des Français à pratiquer une activité sportive. Anne nous présentait cet univers qui met les jeunes dehors. Pour ma part, j'ai relevé un certain nombre de limites de l'accessibilité des activités de pleine nature. Aujourd'hui, on a quand même une culture, même si on a une envie de se reconnecter à la nature, on a quand même une culture beaucoup plus urbaine, donc très éloignée. La petite Lily de 11 ans qui disait, qui n'avait jamais été pieds nus dans l'herbe et qui disait mais c'est dégoûtant, faut quand même l'avoir en tête. C'est vrai que quand on est à Arras ou à Annecy, on est proche de la nature. Quand on est à Châtelet, on en est un petit peu plus loin. Derrière cette culture et une vraie déconnexion à la nature qui est liée aussi à une expansion des villes. Je le disais, quand on est à Châtelet, le premier élément de verdure un peu est à 30 minutes en métro quand tout va bien. Alors peut-être en vélo ça va plus vite, mais il faut quand même voilà, ce n'est pas une connexion il n'y a pas de connexion directe. Quand je vous entends dire qu'on passe 9 heures sur les écrans, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour aller dehors, que soit 53% des jeunes nous disent « moi je préfère rester à l'intérieur qu'aller dehors sans parler de la question du budget. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on passe toutes ces barrières-là? L'activité outdoor semble complètement inaccessible pour nos jeunes qui sont des purs urbains et des purs citadins. Vous, bien sûr. Bon alors, Valérie Lourdel, je suis directrice de la communication de la marque à l'UCPA et puis c'est moi qui m'occupe aussi, je dirige l'Observatoire des pratiques sportives des 16-25 qu'on a créé, alors pas les 15 mais c'est pareil, qu'on a créé avec l'INJEP et la FAGE où depuis 4 ans maintenant, 5 ans presque, on regarde ce que font les jeunes en matière de sport et puis bien sûr à l'UCPA, Anne en a parlé, c'est un formidable terrain d'observation des jeunes. Dans ce qu'on leur propose sur les colos, bien sûr, sportifs, on est assez connus sur cette partie-là. Dans ce qu'on propose en termes de séjours sportifs et aussi en ville, puisque depuis une vingtaine d'années maintenant, on a investi le champ des loisirs sportifs urbains et on a environ 70 équipements sportifs de proximité dans les plus grandes villes de France. Donc, sur l'accessibilité, d'abord, moi je voudrais déjà commencer par questionner ce que c'est que l'outdoor et les sports de nature. Alors, on a tendance à projeter l'histoire de la pleine nature dessus, etc. Les jeunes, Anne en a assez bien parlé, ils ont une acception, même s'ils regardent des choses qui les font rêver, qui sont très wild, très sauvages, etc., assez large de ce que c'est qu'un sport de nature. Dans le baromètre, on les avait interrogés justement avec une question ouverte sur ça. Pour vous, c'est quoi un sport de nature? Et en fait, pour eux, ce qui est d'abord emblématique de la nature, c'est pas la mer, c'est pas la montagne, c'est la forêt et les arbres. Ça, déjà, nous, ça nous a pas mal posé question. Et puis, le sport de nature par excellence, c'est le running en forêt. Même si c'est le surf qui fait rêver, même si tout ça. Donc, on est finalement sur une nature relativement proche et accessible. Parce qu'il ne faut pas aller si loin que ça, même quand on habite à Châtelet, pour aller faire un petit running en forêt de Fontainebleau, ou même un peu plus proche sur un des bois qu'on a à côté de Paris. Il y a déjà cette partie-là, je pense, où effectivement, en termes d'imaginaire, voilà, il faut un peu rebattre les cartes. Après, on est en train, nous, je vous inviterai, on ne va pas publier les résultats tout de suite, mais on est en train de réfléchir en association avec Anne-Caroline Prévost, qui est une chercheure au CNRS, qui avait publié avec Cynthia Fleury un livre assez remarquable sur ce que c'est qu'une expérience de nature et en quoi elle fonde justement l'envie de protéger l'environnement, le sentiment d'être connecté à la nature, le fait de donner envie de l'habiter de façon responsable. On est en train d'engager cette réflexion sur finalement c'est quoi une expérience de nature et comment nous, à l'UCPA, on peut être acteurs de ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on investisse pour que cette expérience de nature, elle transforme vraiment les pratiques, les envies, etc. Est-ce que c'est plutôt justement l'accompagnement de nos éducateurs sportifs dans la découverte de la nature, de la faune et la flore, ou est-ce que c'est le tri sélectif ou le non-gaspillage alimentaire? Voilà. On va faire cette recherche-action avec ce labo qui va nous permettre aussi d'y voir un peu plus clair, parce que c'est difficile d'être partout et d'être
pour le coup exemplaire en matière d'éco-responsabilité sur tous les champs, surtout quand on gère des sites et des équipements sportifs ou des stations. Mais qu'est-ce qu'on investit? Qu'est-ce qui transforme vraiment? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui génère ce changement de comportement et cette proximité? Bon, et puis alors la question de l'accessibilité, vous en parlez. Alors évidemment, on pense à l'accessibilité tarifaire. Alors nous, à l'UCPA, on travaille beaucoup évidemment sur cette accessibilité en essayant d'avoir des séjours, des équipements sportifs aussi qui proposent de l'indoor qui peut amener vers l'outdoor, comme l'escalade notamment. On travaille beaucoup cette dimension accessibilité. On a pas mal de programmes égalité des chances qui touchent 90 000 jeunes par an. Bon voilà, il y a cette prise en compte de difficultés, de niveau de vie des jeunes. On essaye de les traiter, avec aussi un modèle redistributif propre à l'UCPA qui nous permet d'aller chercher des profils contributifs qui vont nous permettre de vendre des produits et des séjours non margés pour les jeunes. Donc ça, c'est le modèle associatif non lucratif qu'on a nous. Et puis il y a l'accessibilité, voilà, liée à l'imaginaire, à la difficulté d'accéder à, la simplification. Et là, pour le coup, je rejoins beaucoup Anne. On est en train de sortir des nouveaux multiplexes sportifs qui vont s'appeler UCPA Sport Station. Les 2 premiers, ça va être Meudon et Reims en 2020, qui sont des lieux de vie, plus que des lieux de sport, qui vont proposer une multiplicité d'activités, du coup des modalités d'entrée dans la pratique très diversifiées. Et si on a investi ce champ-là, sur des modèles qui sont parfois un peu compliqués pour nous, dans lesquels il faut aussi investir de l'argent sur des modèles privés, ce qui n'est pas toujours simple pour une association comme nous, mais on s'associe à d'autres pour le faire, on va chercher de l'argent solidaire, moins cher, etc. Si on a fait ça, c'est aussi parce qu'on a parfaitement conscience, comme vous l'avez dit les uns et les autres, que les jeunes et les futurs pratiquants de demain, c'est là qu'il faut aller les capter pour les amener vers l'outdoor. Et donc typiquement sur ces lieux, on va énormément travailler évidemment la proposition indoor, en essayant d'être concentré sur des pratiques sportives qui pour le coup ont l'adhésion des jeunes. On va beaucoup scénariser ces espaces, on va beaucoup les gamifier, parce que c'est comme ça qu'on les attrape, les jeunes. Ils ont un rapport au jeu, une demande de ludicité qui est bien plus forte que chez les plus âgés, une quête de sens aussi, c'est-à-dire pourquoi je suis là. Une demande aussi très forte de retrouver des personnes qui partagent les mêmes motivations, la même envie d'être là, parce que retrouver son groupe de potes, c'est quand même tellement plus sympa plutôt que d'y aller tout seul et de se pousser pour y aller. Voilà, on va beaucoup travailler ça, et notre pari qu'on fait évidemment, c'est d'aller les chercher là où ils sont, les jeunes, pas que les jeunes, on va aussi s'adresser aux familles, aux plus âgés, etc. C'est des lieux vraiment multipratiquants, multisports, ouverts à toutes les cibles, et qui auront aussi le mérite d'être accessibles sur le plan financier pour les amener vers l'outdoor, parce que voilà, on pense que ça fait aussi partie de notre rôle en tant qu'asso reconnu d'utilité sociale, de favoriser et de générer cette expérience de nature qui est assez fondatrice dans les comportements. Merci beaucoup. Brice, vous évoquiez tout à l'heure le triathlon au sommet un petit peu de la pyramide des sports les bien pratiqués. C'est pas non plus l'un des sports les plus accessibles. On va rester sur la question de l'accessibilité. Comment vous expliquez un petit peu cet attrait des gens pour ce sport exigeant et pas évident? Il faut quand même une piscine, il faut un site pour courir et puis il faut un lieu pour pratiquer le vélo avec tous les équipements. Oui, le recrutement social, c'est plutôt jeune, catégorie moyenne et supérieure, surtout supérieure. C'est du sport au sens anglais. Il ne faut pas oublier que le triathlon, en fait, la définition, c'est de la compète, quoi. Voilà. Et qu'il y a un niveau d'institutionnalisation qui est assez élevé, vous l'avez vu dans les chiffres. Là, après, là, on est typiquement dans une modalité d'omnivore, de catégorie supérieure, d'urbain, de jeunes et d'hommes. Voilà, c'est-à-dire le profil en fait du pratiquant sportif depuis la première enquête de 1967. Le pratiquant, il est très investi, que ce soit dans l'ascétisme ou même l'hédonisme, parce qu'il ne faut pas opposer la compétition et le loisir, parce que ceux qui font le plus de compétition, c'est aussi ceux qui ont de la pratique pour le plaisir, etc., etc. Donc il ne faut pas opposer les deux. Donc là, le triathlon, c'est un pilier d'un portefeuille de pratique de la population du profil social que je viens de citer, mais en même temps, ils ont énormément d'autres blocs, d'autres univers de pratique qu'ils investissent.
Et là, le triathlon, ça fonctionne aussi parce que il y a de la diversité. Hein. Et c'est typique de ces nouvelles tendances à passer d'une activité à l'autre. C'est pour ça que l'idéal en matière d'études, ce serait d'avoir un panel et de suivre les gens pour voir ce qu'ils font. Hein. Et ces histoires se raconter. Hein. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que tous ces gens, toutes ces personnes qui sont typiques du sportif, hein, elles font du voyage, elles essaient tout un tas d'activités en vacances, et puis quand elles rentrent au bureau, etc., elles se mettent en scène et elles parlent de leurs activités. Souvent, ce sont des activités de nature. Souvent, il y a une superposition entre voyage et activités de nature. Une dernière question sur les pratiquants avant de passer aux pratiques. Dans les études que vous nous avez présentées, vous abordez énormément le côté pratique indépendante et pratique en club. Est-ce que les études couvrent aussi la question de la pratique en milieu scolaire? Parce qu'aujourd'hui, l'accès aux activités de pleine nature passe aussi par la pratique en milieu scolaire. J'ai pas l'impression que ce soit très très développé à ce jour. Alors aujourd'hui, on a peu de données sur la pratique scolaire en tant que telle. On a des études en cours qui sont prévues. On travaille notamment avec l'Éducation nationale pour creuser cette dimension. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce lien entre la pratique très encadrée du cadre scolaire et comment après elle se déploie dans le lien avec le périscolaire, puis la pratique en club et ensuite derrière la pratique adulte quand elle est en autonome. Ça, c'est quelque chose effectivement qu'on n'a pas. On a peu d'éléments là-dessus. Et effectivement, comme le dit Brice, qu'on aimerait savoir dans l'absolu un panel et savoir la personne qui était dans le cadre scolaire, qu'est-ce qu'elle faisait, comment est-ce qu'elle vivait le sport dans le cadre scolaire, et ensuite comment elle a continué son parcours de sportif. Ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas. On a des intuitions, on sait qu'il y a des jeunes qui décrochent. Ce que je montrais tout à l'heure sur la pyramide des âges des licences, pour moi, c'est frappant. En gros, le décrochage, en tout cas de la pratique fédérale encadrée, c'est à l'adolescence, grosso modo. On a des nouvelles contraintes, des nouvelles envies. Finalement, le club, c'est sympa, mais c'est très contraignant. Il y a des horaires, c'est un petit coût aussi, etc. On a aussi d'autres loisirs qui se développent. On a une socialisation de cet âge-là qui intervient. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'activité de ces jeunes-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont décroché? Ça, aujourd'hui, on a assez peu d'informations. Il y a des études qui existent ponctuellement sur certaines activités, mais globalement, on est quand même encore assez démunis pour maintenir les jeunes dans l'activité physique. Et ensuite, les mêmes qui allaient poursuivre dans la pratique autonome. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un décrochage à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un dégoût ou des mauvaises expériences dans le cadre scolaire? C'est une des pistes, c'est une réflexion qu'on a, mais aujourd'hui, on n'a pas de preuves matérielles pour le montrer. Bon, il y avait une question que... Très rapidement, mais parce que c'est mon panel Anne Gallienne. C'est pas un panel et je pense que c'est essentiel, c'est de pointer le sport au sein de l'éducation nationale. Il y a certainement des intuitions, et en tout cas il y a la réalité. Moi j'ai des enfants et qui sont plutôt dans des domaines privilégiés et autour de la nature et du sport. Aujourd'hui la fracture sociale elle commence, enfin vous le savez très bien, elle commence là. Voilà, parce qu'aujourd'hui quand on n'est pas CSP+, ou plus et qu'on ne fait pas de sport à l'école, je suis désolée, aller dans un club ça coûte de l'argent. Et c'est même une licence, de 150 €, 200. Et en fait, c'est beaucoup un retour très personnel de parents qui a les moyens de payer ça à ses enfants, mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc du coup, en fait, ça commence là. Ça commence parce que, il y en a qui font 1 heure de cross par semaine dans l'école, et il y en a qui font de l'équitation, du tennis et du basket. Voilà. Et pourtant, quand on regarde les chiffres que vous nous donniez, les sports couramment pratiqués en EPS, que sont la gymnastique, le badminton ou le volleyball, on ne les voit pas apparaître dans une pratique très régulière. Donc on sent bien que finalement, c'est des activités qui sont proposées à l'école, mais qui ne sont pas poursuivies. Peut-être que si on proposait des activités outdoor à l'école, on aurait une pratique un peu plus soutenue et plus d'assiduité par la suite. Autour des sports de raquette, je le signale juste au passage, un peu réinventé avec le badminton, le paddle aussi, qui commence à quand même à pas mal pénétrer en France, et qui sont des pratiques excessivement ludiques, qui se font à plusieurs. C'est des formats A4, enfin voilà. Ouais, qui est très complète et qui est très adulte. Et qui est statutaire.
je disais, il y a une baisse aussi du tennis qui est assez marquée depuis quelques années et qui, effectivement, comme disait Valérie, très compétitive, très légitime, c'est très compète et pas moins ludique. Il y a peut-être aussi une chose dont on peut parler, c'est parce qu'on parle d'installation, il faut les mettre au sport, etc., l'outdoor, etc. Mais il y a aussi les freins culturels. On discutait avec le maire de Grenoble qui nous expliquait qu'il affrètait des cars pour emmener des enfants gratuitement En montagne, oui. les plus défavorisés aller faire des randonnées en montagne. Il y a des parents qui ne mettaient pas leurs enfants parce qu'ils avaient peur des avalanches l'été. Vous voyez, moi, à titre personnel, j'ai encadré pendant des années en zone urbaine sensible de l'escalade. Stage gratuit pour des gamins. Il suffisait d'une photocopie de la carte d'identité avec une petite signature, une semaine d'escalade, de stage d'escalade, de payer gratuit pour les enfants. Il y avait pas mal de parents qui ne le faisaient pas parce qu'ils avaient peur, parce que ça ne correspondait pas à leur culture, ils ne savaient pas ce que c'était, etc., etc. Donc il y a quand même tous les freins culturels dont il faut parler. Et la chose qu'on oublie aussi, c'est, même dans les livres d'histoire du sport, c'est quand même un peu oublié, c'est toutes les politiques qu'il y a eu, et notamment les comités d'entreprise. Tous ces comités d'entreprise, PTT, SNCF, EDF, etc., quand on emmenait des millions de gamins à la mer, à la montagne, etc., etc., ça a un poids. Et plus on a une expérience tôt, et plus la probabilité de reproduire cela plus tard et d'être sportif, et notamment en outdoor, est élevée. Donc ça sont quand même des choses qui sont à prendre en compte. Quoi. Donc malgré l'aspiration, il faut favoriser cette accessibilité par entre autres, pourquoi pas les CE, les classes vertes et autres. Ça fait partie du portefeuille en tout cas c'est dans le périmètre de ma mission. On travaille aussi beaucoup sur les colonies de vacances et les accueils de mineurs avec hébergement, et ça fait des années qu'on est à des baisses assez fortes de ce secteur-là, et pourtant c'est une entrée dans l'outdoor et dans les pratiques en extérieur qui est très fort, et aujourd'hui on a une baisse d'activité dans ce secteur-là. Tous les acteurs de l'éducation populaire sont autour de la table pour dire mais pourquoi, etc. Et pourtant on n'arrive pas à enrayer aujourd'hui la baisse qui est constatée. Alors c'est multifactoriel, il y a beaucoup aujourd'hui de freins aussi culturels, on a aussi une image parfois négative de ces accueils-là, pourtant c'est un canal d'entrée vers les activités extérieures qui est crucial. Donc, je ne sais pas que dans quelques années, les jeunes qui aujourd'hui ont moins bénéficié de colo, etc., comment est-ce qu'ils vont ensuite s'emparer, retourner vers l'extérieur. C'est peut-être aussi un frein qu'il faudrait lever, il faudrait travailler justement avec les accueils de les colos. Justement, en matière d'accueil de jeunes, on a la chance, donc Valérie, vous êtes brièvement présentée, mais vous êtes directrice de la marque et de la communication au groupe UCPA. On rappelle, c'est 1000 collaborateurs, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3,5 millions de clients. Aujourd'hui, fondée en 1965, c'est quand même, ça date pas d'hier. Quelles sont aujourd'hui un petit peu les grandes tendances? Anne l'a brièvement évoqué, il y a une refonte aussi des accueils, il y a une refonte des structures que vous imaginez pour accueillir ces jeunes, des stages que vous proposez. Quelles sont les évolutions que vous percevez de la pratique de ces sports outdoor? Alors, j'ai un petit peu parlé de ce qu'on mettait en œuvre. Anne en a aussi parlé pas mal sur la partie multipratique. Donc, c'est vrai qu'on a toujours des stages thématisés, des stages sportifs très thématisés, ancrés sur le surf, etc. Ça a toujours un public. Donc, le surf, ça fait rêver. Et nous, c'est un de nos produits vraiment qui fonctionne le plus, de nos séjours qui fonctionnent le plus pour les pratiquants sportifs, jeunes et ados. Sur la partie outdoor, je le disais tout à l'heure, ce qu'on constate, c'est cette volonté de pluralisme, clairement, qui nous a amené à développer les séjours multi, avec différentes pratiques proposées, des pratiques plus ou moins douces, plus ou moins engagées, etc. Voilà, la partie pluralisme, la volonté de multiplier les expériences et pas forcément d'être dédié à une seule activité sur une semaine. Et ce que je dis est vrai, j'en parlais tout à l'heure dans les loisirs urbains et dans la pratique indoor. Ça, c'est une tendance très marquante, cette volonté de multiplier les lieux de pratique, les types de pratiques. Les lieux de pratique, vous en avez tous parlé, pour le coup, ils sont diversifiés aussi chez les jeunes. On pratique à la fois en milieu urbain, souvent en pleine nature aussi, parce que la pleine nature, elle n'est pas en décrochage, c'est du 16-25, c'est plutôt en progression, même si ce n'est pas le lieu dominant. Le lieu dominant, c'est la maison.
hein, le sport à la maison, surtout chez les femmes. Et ça a explosé ces dernières années. Anne en a bien parlé. Donc cette volonté de multiplier, de ne pas rester enfermé, de composer son parcours sportif, de l'inventer en fait. Anne a aussi parlé, vous en avez parlé aussi, d'hybridation, de capacité à réinventer les pratiques, à les rendre plus ludiques, plus accessibles, plus simples à organiser. Voilà, donc il y a l'exemple qui a été cité du foot à 5, des hybridations où on mélange le matériel, etc. Donc il y a vraiment cet aspect pluralisme des lieux, des pratiques, etc. Il y a les autres. Un des leviers fondamentaux chez les jeunes, c'est l'autre. Je vais pratiquer avec mes amis. Et le groupe de pairs. Voilà. Et ça, on a une question qu'on avait posée il y a 2 ans, qui était assez intéressante et qui nous interroge aussi et interroge nos modalités éducatives. À qui vous faites le plus confiance pour progresser dans votre pratique, l'éducateur sportif ou le père avec qui vous pratiquez? La réponse est le père avec qui vous pratiquez. Donc voilà, ça interroge aussi les modalités éducatives dans lesquelles on peut être, qui aujourd'hui chez les jeunes ne peuvent plus être descendantes, doivent être horizontalisées, plus collaboratives. On le voit très bien, nous, sur les séjours, dès 10-11 ans, les enfants, ils veulent être acteurs de la construction de leur semaine. Ils ne veulent pas que le programme soit défini, que tout soit complètement enfermé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser libre. Hein. Tout ça est très encadré, etc. Mais il doit y avoir des marges de manœuvre, du dialogue, de la codécision. Donc voilà, c'est cette espèce de demande en fait de réinventer aussi les modalités éducatives dans lesquelles on met les jeunes. Hein. Je rappelle que pareil, les modalités éducatives à la maison, elles ont beaucoup évolué. Pour le coup, si on regarde ce qui se passe à l'école, il y a quand même des choses qui sont en train de se réinventer, parce qu'on voit que les modèles un peu anciens, pour le coup, encore une fois, très verticalisés, ça ne marche plus très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore comme tendance marquante? La connexion, bien sûr, donc ça je ne vais pas revenir, hein, la volonté de partager. Ceux qui pratiquent les sports de nature partagent plus sur les réseaux sociaux que les autres. Donc je rejoins complètement Anne sur la demande, l'instagramisation en fait, des lieux et les récits qu'on fait de ces voyages, de ces aventures, même si elles ne sont pas dingues, même si elles sont proches de la maison. Il y a un vrai sujet avec les femmes, hein, qui existe toujours. Voilà, il y a un petit rattrapage de la pratique féminine hein, versus celle des garçons chez les 16-25 ans. Nous, on l'a mesuré là depuis plusieurs années. Mais il y a quand même des freins à la pratique qui perdurent. D'abord, on l'a vu, nous, on l'a bien testé sur les parcours sportifs. La pratique des jeunes femmes, elle est moins ancrée, elle est plus fragile. Et on a interrogé sur qu'est-ce qui vous a fait décrocher chez les jeunes femmes. Il y a toutes les étapes de vie, en fait, elles amènent du décrochage. L'entrée à l'université pour celles qui font des études, le premier emploi, la première grossesse. En fait, il y a un décrochage qui est beaucoup plus fort chez les filles que chez les garçons sur ces étapes de vie. Je vais même encore plus loin. Qu'est-ce qui vous remet au sport? Il y a des événements de vie chez les garçons qui remettent au sport, type la mise en couple, qui chez les femmes sont plutôt synonymes d'un décrochage de la pratique. Bon voilà, donc chez les jeunes femmes, on continue quand même à avoir un certain nombre de questions qui se posent. On a interrogé aussi les 16-25, je fais vite, hein, sur quelle vision vous avez de la mixité dans le sport. La vision est positive. Ils sont en demande, en tout cas en déclaratif, de plus de mixité dans la pratique sportive. Mais dans les faits, c'est évidemment bien plus compliqué. Et en grossissant un peu le trait, en fait, dans la réalité des pratiques, ce qu'on voit, c'est que les jeunes femmes, elles ont plutôt tendance à pratiquer seules chez elles, plutôt des activités de fitness, etc. Que les garçons, ils ont plutôt tendance à pratiquer entre eux des sports plus collectifs, un peu compètes aussi, alors qu'il y a un vrai décrochage de la compète chez les jeunes femmes. Un rejet même, pour certaines. Et tout ça se mélange assez peu. Hein. C'est moins de 20% des jeunes qui pratiquent régulièrement le sport de façon mixte. Là, pour autant, ils le réclament. Alors là, c'est intéressant aussi d'aller regarder qu'est-ce qui les inciterait. Qu'est-ce qui leur donnera envie de faire plus de sport en mixité? C'est pas les mêmes raisons en fait. Chez les jeunes hommes, ce qui les incite, c'est plutôt la rencontre, faire des rencontres dans un groupe mixte, voilà, se discuter, se mélanger, interagir.
Chez les jeunes femmes, ce qui les motiverait à plus de pratiques en mixité, c'est plutôt la progression plus rapide au contact des hommes. Donc là, ça renvoie à le sport performance que par ailleurs, elles peuvent un peu rejeter pour certaines. Et puis, sur les freins, quand on les interroge, là encore une fois, ce n'est pas les mêmes. Ce qui freine les jeunes femmes à la pratique mixte, c'est le rapport au corps et la mise en scène de mon corps face à un groupe d'hommes. Et ça, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Et puis, chez les jeunes hommes, ce qui peut freiner, c'est le niveau. Quand il y a des femmes dans le groupe, le niveau est moins là. Et du coup, on est moins dans le sport performance et la compétition. Et le résultat. Voilà, donc on avait sorti un petit livret, je pourrais évidemment vous passer le lien, il est libre d'accès sur genre et mixité dans le sport vu par les 16-25. Il y a très peu d'études qui sortent sur ces sujets-là. Alors je n'ai pas les prétentions de dire que ça fait le tour de la question, mais ça ouvre un certain nombre de pistes et de réflexions qui me paraissent assez intéressantes, là où le sujet de la pratique féminine est toujours un sujet en France. On notera d'ailleurs à Doha, on parle beaucoup des championnats du monde d'athlétisme à Doha pour la température qu'il y fait, mais il y a le premier relais mixte qui s'y tient, et je pense que c'est une belle avancée dans l'athlétisme, et ça offre des spectacles totalement inédits dans le milieu de l'athlétisme qui sont pas inintéressants. Oui, le sport compète, de toute façon, ça fait rêver, c'est toujours un levier qui est intéressant, bien sûr. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que dans le sport, en tout cas télévisé, médiatisé, etc., il y a un rejet de la compétition. Je pense que les jeunes se retrouvent quand même si ce n'est pas forcément devant la télé, ça va être plus sur d'autres formats, mais ça continue à fonctionner. Et je fais juste une petite parenthèse, cette année, du coup, on va faire on va faire un focus spécial là, sur cette édition du baromètre. Et pour le coup, on a décidé, et on va le faire en lien étroit avec l'INJEP, parce que c'est le Crédoc qui travaille aussi, pour la petite histoire, sur le terrain du baromètre dont je parle. Puis voilà, on est liés, la GEBA fait partie du conseil d'administration du CPA, donc on travaille pas mal ensemble. Et on a décidé vraiment de faire un focus avec une grosse édition quantitative qui sera enrichie d'un qualitatif aussi sur les freins à la pratique, et du coup qui posera aussi la question de qu'est-ce qui te donnera envie de m'y remettre. On sortira les résultats en début d'année prochaine, tout ça est public, en ligne, etc. Donc on aura l'occasion, je pense, j'aurai l'occasion de vous redonner ça. Merci beaucoup Valérie. Alors on va rentrer dans la dernière partie de notre matinée d'échange, vraiment dans une partie où on va vous inviter à poser des questions. Vous avez devant vous chacun un micro, donc vous pourrez lever la main et avec Emmanuel on pourra vous distribuer la parole pour pouvoir cuisiner, interroger nos intervenants. Ils sont là, il faut en profiter. Mais bon, avant tout, je vais présenter Emmanuel Graveau, qui est la dernière personne autour de cette table ronde, qui est le rédacteur en chef du magazine B2B Outdoor Expert, qui est l'organisateur de l'Outdoor Expert Forum, ce colloque qui a lieu à Chambéry fin novembre depuis 4 ans, et qui fait la lumière un petit peu sur les pratiques, l'évolution des pratiques. Emmanuel, ça fait un certain temps qu'au travers du magazine, puis au travers du forum, vous analysez ces pratiques outdoor, initialement avec une première édition qui s'appelait Les Lettres de l'aventure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une évolution ou une révolution des pratiques ? Merci Pierre-Emmanuel. Donc, effectivement, je commencerai par un petit mot sur la définition du mot outdoor, puisque, comme vous le soulignez, à l'origine, notre titre s'appelait La Lettre de l'aventure et des sports nature. Et en 2010, pour diverses raisons, c'est devenu Outdoor Expert. Et on a eu beaucoup de questions sur le mot outdoor, qui était tout à fait déjà utilisé et à l'international et dans le milieu de l'industrie, de l'équipement, etc. Beaucoup moins dans les milieux institutionnels. Et donc, par facilité, on va traduire outdoor par sport de nature ou sport de pleine nature, ou activité APPN, activité physique de pleine nature, enfin toutes ces appellations. Et pour autant, l'outdoor effectivement est très lié à la nature, mais il faut plutôt que de voir dehors, je dirais qu'il faut voir hors de. Et la bonne définition de l'outdoor, c'est hors de. Donc c'est pas simplement à l'extérieur, comme on a vu des slides sur le tennis. Est-ce que vous pratiquez le tennis en extérieur ou en intérieur ? Non.
c'est hors d'une enceinte, c'est hors du grillage du court de tennis, c'est hors du stade de football, et c'est même hors du stade. Et je pense que finalement, il y a une appellation qui s'appelle qu'on connaît bien en course à pied, qui est la course hors stade, et qui finalement définit bien ce que c'est que l'outdoor. Et tout ça pour dire qu'effectivement, la nature est le terrain de jeu certainement le plus parfait, abouti, accompli, mais que, encore une fois, l'outdoor commence au coin de la rue, commence dans un parc, dans un jardin, ou par le footing quotidien et urbain. Je crois que vous avez quelques questions aussi pour vos intervenants. Alors, bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, là, on a complètement... on a démarré effectivement cette table ronde, donc on va la continuer. Je pense qu'il est intéressant, c'est d'abord effectivement l'aspect liberté qui évoquait, on rejoint le hors-stade dans les années 70, qui évoquait Brice Lefebvre sur les sports dits californiens, etc., qui ont déjà, et on va en parler, qui ont déjà amorcé l'hybridation des sports, puisque ça date de cette époque-là, et ça ne cesse de s'inventer. Et le deuxième point important, c'est l'accessibilité, dont on a largement parlé. Accessibilité aussi technique, pas simplement technique et physique, financière, géographique et autres, comme on l'a déjà dit, mais on voit que finalement quelles sont les grosses activités là, qui se sont développées dans les sports de nature. C'est donc le trail running, qui est une nouvelle approche de la montagne, et qui peut-être aujourd'hui va non pas supplanter l'alpinisme, mais devient une pratique en montagne très, très forte. C'est un peu les nouveaux héros de la montagne. Le trail est facile d'accès. Il suffit effectivement d'une paire de chaussures de running avec une semelle crantée pour le pratiquer. D'autres activités qui ont émergé, évidemment, c'est le VAE. Là aussi, accessibilité physique. On rend la pratique du vélo accessible au plus grand nombre et à toutes les générations. Donc là, c'est très important. Sur le littoral, bien sûr, le stand-up paddle, ça ne vous aura pas échappé depuis quelques années. Pareil, le stand-up paddle, facilité, ça rejoint aussi la trottinette qu'on évoquait tout à l'heure. Une facilité technique, pas d'apprentissage. Et bien sûr, le bloc. Alors ça qui est la grosse quand même évolution dans l'escalade, le bloc qui peut, pour le coup, alors c'est certainement le plus indoor des sports outdoor, mais qui rejoint à la fois la facilité technique. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'apprendre des manœuvres de corde, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel compliqué, il suffit d'une paire de chaussons et d'un bon tapis pour la réception. Donc effectivement, l'accessibilité, quels que soient un peu les critères, est l'élément clé aujourd'hui, il me semble. Et donc on a déjà largement parlé des jeunes générations. Donc effectivement, je pense qu'il faut continuer dessus, notamment sur l'aspect connectivité. Donc peut-être que Valérie ou Brice pouvaient nous apporter un éclairage. Est-ce qu'aujourd'hui, et ce qui va un petit peu peut-être... Est-ce qu'aujourd'hui, la connexion est une réponse, est un nouveau club, est une réponse effectivement à des affections pour les structures fédérales ou plus académiques? Je ne sais pas si nous, on est une structure académique, on est une fédé multisport pour le coup, on est affilié en tant que tel au CNO, mais est-ce que pour autant on est représentant des fédés au sens classique du terme? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus à même de répondre sur le nouveau club, c'est quoi. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que cette dimension, connexion, collectif, etc., on la joue à plein pour le coup. Que ce soit dans les activités de séjour sportif, pour les activités, j'en parlais tout à l'heure, dans les loisirs urbains, plus en proximité dans les villes, on essaye de beaucoup jouer sur cette connexion à l'autre. Dans un centre aquatique, c'est pas simple. Enfin, on vient quand même pour nager dans une ligne, mais on essaye de créer des corners, des modèles applicatifs sur le digital, etc. Et puis bien sûr, ça passe beaucoup par le rôle de l'éducateur qui
peut lui générer ce sport ensemble et qui encore une fois est un levier de pratique et une bonne raison d'y aller quand on manque parfois de motivation. Sur la partie séjour, qui est un peu plus simple quand même à travailler, nous on essaye de faire en sorte que ce collectif il n'ait pas d'effet rebutoire, parce que ça peut. À un moment, partir une semaine complète sur un site et vivre tout le temps tout ensemble, puisque vous savez que nous, les chambres, elles sont partagées, l'activité est partagée, les soirées sont partagées, les temps de restauration aussi. On essaye ça de le travailler pour qu'à un moment, sur les sites en tout cas, il y ait aussi des moments de déconnexion possibles. Ça, on a beaucoup progressé là-dessus. Donc, dans les parcours que les pratiquants sportifs vivent dans les séjours, on a introduit peu à peu des moments cool, où les gens sont tranquilles, où on a introduit des nouveaux espaces, où ils ne sont pas les uns avec les autres, ils peuvent s'isoler. On a introduit des lieux où les gens peuvent discuter. Vous savez que le propre des ados, c'est qu'ils discutent, beaucoup, souvent, tout le temps. Ils ont besoin de ces temps-là, les ados. Ceux qui en ont à la maison le savent parfaitement. Et puis, au-delà de ces parcours clients, comme on les appelle en marketing, et de ce qu'on a pu introduire là-dessus, on a évidemment beaucoup travaillé la partie digitale. Et on a notamment investi les réseaux sociaux il y a très longtemps, dès le début des réseaux sociaux. Alors d'abord Facebook, parce que c'était là que les gens allaient, et puis petit à petit, là, on est en train de migrer de Facebook, hormis pour la partie parents, parce que les parents sont toujours sur Facebook, les jeunes n'y sont plus là. On a migré sur Instagram, voilà, parce qu'on sait que c'est là que les jeunes vont pour se donner envie à un moment de pratiquer. Ils vont regarder des photos, ils postent des photos, il y a un hashtag UCPA, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Et il y a des taux d'engagement forts. C'est-à-dire que c'est pas que un nombre de fans qui compte sur les réseaux sociaux, c'est quand vous postez, qu'est-ce que font les gens avec ces posts? Ils les partagent, ils interagissent ou il se passe rien? Ils vous voient ou ils vous voient pas? Est-ce que ça engage? Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est une façon aussi de travailler cette dimension nouveau club, communautaire, etc. Et puis, on a lancé une communauté UCPA, pour le coup, l'année dernière, avec un service au cœur du truc qui nous paraît fondamental, c'est la possibilité de se rencontrer, de discuter et de s'organiser éventuellement une connexion dans la vraie vie pour ceux qui sont en proximité, et de s'organiser un covoiturage pour ceux qui sont en proximité, etc., avant de partir en séjour. Et ça, pour le coup, ça fait un carton. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez la dimension communautaire, il y a un forum, on peut discuter, etc. Alors les gens le font surtout après en autonomie sur WhatsApp, mais ça met le pied à l'étrier, ça crée le groupe. Et il y a ce service on se connaît et on se rencontre et on échange avant de partir, qui pour le coup, là, est un levier communautaire qui joue à plein sur l'activité qui est la nôtre. Et je pense que dans les clubs, typiquement, il y a des choses à inventer autour de ça. Aujourd'hui, avec des applicatifs, en plus, qui ont beaucoup évolué, avec quand même des solutions qui ne sont pas hyper coûteuses à mettre en place. On n'est plus à l'époque où le digital, c'est complètement inaccessible et il faut être une boîte du CAC 40 pour pouvoir se payer ces services-là. Non, sur les 2 points du digital que je voulais noter, mais c'est pas que lié à l'outdoor d'ailleurs. C'est moi un point important, je pense, parce que le digital reste un outil. C'est la création de contenu. Et en fait, c'est comment aujourd'hui on utilise le digital pour créer du contenu sur le sport et donc du coup donner envie. Et je pense qu'aujourd'hui, alors si je parle que pour le coup des jeunes, mais pas que d'ailleurs, aujourd'hui il faut mettre en scène le sport, il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut créer des contenus ludiques, il faut donner envie, donc du coup, quid de vos engagements ou des clubs, etc., dans la production de contenu, voire même inciter ceux qui sont dans vos assos à créer du contenu. Moi je donne juste l'exemple d'une association qui s'appelle la Freeski Academy, que je connais très bien et qui est dans mon domaine du ski, qui aujourd'hui a réussi à faire revenir une grosse frange de jeunes enfants au ski, ce qui n'était plus le cas à Bourg-Saint-Maurice, au cœur de la Tarentaise. Des affections énormes, grosse concurrence du club de foot à Bourg-Saint-Maurice, il faut le savoir. Non mais c'est une réalité. Donc plus d'enfants qui allaient au club de foot qui allaient au ski.
et qui a réussi à le faire pour plein de raisons, mais aussi qui a ancré la création de contenu au cœur de son projet pédagogique, en disant eh ben vous, les enfants, les kids et les moins kids d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont 18 ans, on va vous mettre dans les mains des petits outils pour créer du contenu et partager, parce qu'en fait, ça fait partie de cette tendance. Donc ça, je pense que c'est important, c'est comment on se saisit de ça pour créer du contenu et donner envie, et qu'on ne fasse pas que du sport, la compète, etc. Et deuxième point, c'est l'accessibilité, c'est en fait se servir du digital pour rendre accessibles les terrains de jeu. Je m'explique, aujourd'hui, moi je trouve ça encore fou qu'on ait à chercher sur des sites internet et on ne trouve pas les référencements à la fois des associations sportives, mais surtout de ce qu'on y fait, des horaires. Là, on revient sur l'indoor, l'explosion du bloc, mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, vous savez que c'est ouvert de telle heure à telle heure, etc. Et donc, en fait, c'est la flexibilité de ça et le référencement. On a oublié de référencer, de donner des informations aux consommateurs. Et pour revenir sur l'outdoor, quid du référencement des lieux de terrains de jeu ? Les terrains de jeu, outdoor, il y en a partout. Mais en fait, il n'y a personne qui s'occupe de les référencer, finalement. Moi, je trouve que ça serait une super idée de dire, en fait, aujourd'hui, on se saisit de ce sujet, et il y a peut-être effectivement le bout de la forêt d'à côté, il y a peut-être le terrain de basket en bas, et pour le coup, ça, il faudrait que quelqu'un le fasse, quoi. Alors, il y a plusieurs sujets. Sur les équipements sportifs, il y a un recensement des équipements sportifs qui est mis en place par le ministère des Sports depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, c'est pas quelque chose que je suis directement, mais c'est quelque chose qui est piloté par le ministère des Sports. Effectivement, aujourd'hui, les données sont peut-être pas assez accessibles. Ça, c'est vrai. Je ne dirais pas le contraire. Mais il y a déjà cette idée qui est pas nouvelle de justement au moins connaître son entourage sportif et l'offre à proximité. Et c'est effectivement quelque chose sur lequel, en termes de communication sur l'outil... Alors l'odeur c'est toujours compliqué parce qu'un site de pratique c'est plus difficile à identifier que... Il y a quelque chose dans ce sens-là, d'ailleurs qui est, je crois, un lien avec le pôle ressources sport de nature. Mais tu voulais dire quelque chose ? Ça me fait penser à une appli qui s'appelle HelloWays. Alors il y en a d'autres dans le genre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez bien fait. Pour l'instant, c'est développé dans plusieurs grandes villes de France. Il y en a d'autres, il n'y a pas que HelloWays. En plus, ils ont fait un partenariat assez malin avec l'IGN pour embarquer la partie carto. Et en fait, c'est une plateforme collaborative où les gens partagent leurs meilleurs randos, leurs plus belles randos. Et le deal, c'est à moins d'1 heure en transport en commun de chez moi. Donc Paris, etc. Et après, avec plein de critères, vous pouvez rentrer sur j'ai des gamins en bas âge qui ne peuvent pas trop marcher, j'ai la poussette ou le porte-bébé, au contraire, on est en couple, on est 2 gros sportifs, et nous, ce qu'on veut, c'est du dénivelé. Voilà, je vous invite vraiment à regarder, c'est super intéressant. Évidemment, c'est 2 jeunes qui ont monté ça, passionnés d'outdoor, de rando, etc., avec un binôme comme d'habitude, marketeux, communicant, avec un développeur. C'est assez malin et je trouve, en termes de service et en termes de parcours, c'est d'une simplicité inouïe. Et c'est vrai qu'un modèle comme ça, appliqué à tous les terrains de jeu, outdoor, indoor, mettons tous les terrains de jeu, autour de chez moi, à moins de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à pied ou en transport en commun, ça serait assez malin en fait. Je voulais juste dire un dernier mot sur les pratiques connectées. C'est pas complètement... opposé à une structure fédérale ou une pratique en club. Même si aujourd'hui il y a une vraie difficulté pour les associations à se saisir de ces outils-là, notamment quand c'est des petites structures portées par des personnes qui ont à cœur de développer leur pratique mais qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour aller sur cette pratique-là. Mais il y a quand même des choses qui existent. Moi j'avais en tête un exemple, je crois, du côté de la fédération de basket qui avait mis en place une application qui facilitait les rencontres, notamment les 3 contre 3. Et pour eux, c'était une façon de ramener des gens aussi. C'est peut-être on facilite la pratique outdoor via cette application, puis on essaie de la ramener vers la fédération et finalement le cadre légitime. En tout cas, on crée des passerelles et ça avait assez bien marché de mémoire. Et donc, c'est des outils dont aussi les fédérations, les structures fédérales peuvent se saisir. Il y a des passerelles entre la pratique légitime en club et la pratique auto-organisée, parce que beaucoup de pratiques connectées sont autour de l'organisation de la pratique. Trouver un endroit, trouver un lieu, se coordonner avec d'autres personnes. Et ça, c'est des choses dont doivent se saisir, je pense aussi, les acteurs associatifs aujourd'hui. Oui, et le rôle, Anne Gaïen parlait
l'initiative des biquettes là en VTT. Il y a d'autres initiatives autour des réseaux sociaux comme Lead the Climb qui est né effectivement, qui regroupe des alpinistes et voilà, des femmes alpinistes. Est-ce que effectivement les réseaux sociaux peuvent être un moteur de développement de la pratique féminine et de l'organisation de la pratique féminine? Peut-être Anne aura des idées, mais moi j'ai plutôt en tête sur le développement de la pratique féminine tout ce qui pour le coup a boosté le sport à la maison, avec les Instagrammeuses influenceuses, les modèles applicatifs avec je rentre mon programme qui va me permettre dans mon téléphone. Enfin, j'ai plutôt en tête ça. Après, il y a sans doute des choses à inventer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez les femmes, on le voit bien. Alors, nous, on a vraiment initié qu'un début de la réflexion. Je pense que, alors là, je me tourne un peu vers l'INJEP, mais une belle étude qui permettrait vraiment de regarder, aussi avec du qualitatif, vraiment la réalité de qu'est-ce qui s'est passé à l'école, pourquoi il y a eu ce décrochage. Qui repose les questions des fondamentaux du sport, qui, encore une fois, c'est beaucoup construit sur la performance physique, qui du coup pose question aux femmes, cette performance physique ou cette haute technicité. Ça me fait penser, quand on parle de ça aussi, c'est pas complètement lié aux réseaux sociaux, quoique à l'explosion du yoga, enfin, qui pour le coup est une pratique qui fonctionne très bien aussi chez les jeunes. D'ailleurs, moi, je fais, pour un titre personnel, je fais du yoga depuis plus de 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un homme dans les cours de yoga. Aujourd'hui, il y a des hommes dans les cours de yoga. Enfin, voilà. Il y a un truc avec le bien-être, avec le je prends soin de moi. J'associe à une pratique douce, une pratique un peu plus engagée, qui va un peu sculpter mon corps, me mettre en forme, me rendre plus aussi à l'aise avec les efforts du quotidien, la vie de tous les jours. Il y a un truc à jouer autour de ça avec les femmes, sans opposer pour autant, encore une fois, le sport performance, sans jeter un regard qui soit un peu dégradant. Genre, attends, il y a les sports de bien-être, et puis il y a les autres sports, quoi. Ça me fait penser juste une anecdote. Quand je suis arrivée à l'UCPA et que j'ai eu affaire à mes collègues, éducateurs, etc., à l'époque, j'étais danseuse, je dansais énormément, et une des premières réflexions que j'ai entendues, c'est « la danse, c'est pas du sport ». Ce à quoi j'ai répondu, évidemment, il n'y a qu'à regarder le corps des danseurs pour s'en convaincre que ce n'est pas un sport. Mais voilà, il y a des regards quand même qui continuent à peser, hein. Enfin, voilà, qui sont portés par les hommes et par les femmes. Attention, je ne suis pas du tout en train d'opposer. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la définition du mot sport. Voilà. On peut élargir le débat également aussi à l'ensemble de la salle, hein. C'est ce qui est prévu, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je crois qu'il y a un micro à chaque siège, donc manifestez-vous, ou sinon on fera passer le micro. Oui. Ça marche, si ça marche. Jean-Marc Alamand, je suis professeur de sport, coordonnateur régional des sports de nature à la DR de Nouvelle-Aquitaine. Alors, je voudrais poser une problématique là, qui n'a pas été véritablement développée ce matin, pour l'instant, et donc qui pourrait aller en contradiction avec la pratique et les chiffres de pratique, en tout cas, des jeunes Français. Puisque nous, on a fait une rencontre régionale des sports de nature au mois de juin dernier, et tous les responsables de l'éducation nationale étaient d'accord pour reconnaître d'ailleurs la situation préoccupante de la sédentarité chez les adolescents. Quelques chiffres que vous connaissez, donc l'OMS qui nous dit qu'actuellement 4 ados sur 5 ne respectent pas les critères d'une pratique sportive suffisante dans la journée. La Fédération française de cardiologie qui nous dit qu'en 40 ans, donc le taux de sédentarité chez les 9-16 ans a augmenté à tel point qu'il y a une perte de capacité physique de 25%. Donc un jeune Français qui réalisait un 800 mètres en 3 minutes dans les années 70, aujourd'hui c'est 4 minutes. L'OCDE qui nous dit que la France est le plus mauvais élève de l'Europe pour les ados de 15 ans. Tout ça, ça a été par contre un peu évoqué ce matin, mais ça ne s'est pas traduit par le terme donc, de sédentarité, d'augmentation de la sédentarité.
c'est-à-dire la surconsommation d'écran, les mauvaises habitudes alimentaires et aussi le non-respect donc, des 60 minutes minimum d'activité physique quotidienne. En particulier, il y a aujourd'hui seulement 3 collégiens sur 10 qui se rendent au collège à pied. Donc, j'aimerais demander à nos intervenants un peu comment ils confrontent un peu cet état, cette réalité sociétale avec les chiffres de pratique qui nous ont été annoncés ce matin et qui semblaient relativement satisfaisants et positifs. Alors, je veux bien répondre. Il y a effectivement une contradiction apparente, mais ça tient au périmètre de ce qu'on regarde. Effectivement, alors, il y a des gens pour qui la définition de sport c'est extrêmement restrictif. D'ailleurs, il y a des gens qui sortent le yoga ou la danse du sport. Moi, j'entends souvent la question de la sédentarité qui revient plutôt avec un prisme santé publique. Et effectivement, on peut avoir une nation plus sportive au sens où elle pratique plus d'activités et plus sédentaire. C'est pas opposé, parce qu'au final, on a aussi, même pour les adultes, on ne parle pas que des jeunes, on est plus sédentaire parce qu'on est tous à des métiers assis derrière des bureaux et on n'a plus une amitié physique et donc on est plus sédentaire. Et c'est pas les quelques séances de pratique sportive qu'on va faire dans la semaine qui vont nous permettre d'atteindre les seuils recommandés par l'OMS, pardon. Et donc effectivement, la pratique sportive c'est une réponse à la sédentarité, mais ça peut pas être la seule, disons. Et on ne peut qu'un se réjouir quand on voit les adultes, les taux de pratique plutôt élevés, mais par contre, ça ne va pas répondre entièrement à la question de la sédentarité et de l'absence d'activité physique. Quand on reste 8 heures, 9 heures, 10 heures derrière un écran, c'est pas en faisant une demi-heure de footing 2 fois dans la semaine qu'on va atteindre les seuils qui sont recommandés. Donc voilà, c'est pas contradictoire. Donc on peut avoir une pratique régulière et être sédentaire malgré tout. C'est un peu dommage, mais ça existe. Et puis du coup, il y a des non-pratiquants. Hein. Chez les 16-25, là, nous on l'observe, c'est 25% qui font pas de sport. C'est pas une petite proportion. Et c'est surtout l'affaire de la hiérarchie sociale. Voilà. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus le taux de pratique est élevé, plus le volume de pratique annuel global est élevé. Voilà. Donc après, on se posait la question des colonies de vacances, de l'école, etc. etc. Voilà. Et après, il y a les habitudes alimentaires aussi, qui sont alliées à ça. Donc il y a un cumul. Hein, c'est souvent, en fait, contrairement au sens commun, à ce qu'on pense, il y a des économistes américains, il y a une très bonne formule, c'est Winners Take All Society. Les vainqueurs raflent la mise. Ça veut dire quoi? Vous allez tout de suite comprendre. Ça veut dire que ceux qui font le plus d'activités, de loisirs, ce sont les personnes en haut de la hiérarchie sociale, mais pas seulement du sport, des activités culturelles, des voyages, de la musique, etc. etc. Voilà. C'est ceux qui ont les meilleures habitudes alimentaires aussi. Donc, en effet, on peut avoir des bons taux de pratique, mais en effet, ces 12 derniers mois, est-ce que vous avez pratiqué même occasionnellement? Oui, hop, ça c'est la définition la plus large. Après, il est sûr que si on s'intéresse à des volumes, c'est ce que je disais, des volumes de pratique beaucoup plus élevés, là, il y a une corrélation avec la hiérarchie sociale. Sur la sédentarité, on pourrait aussi se demander si le terme de e-sport, pour parler de jeux vidéo, n'est pas finalement usurpé. Oui, e-sport, mais en fait, on parle de e-sport tout simplement parce que le sport, c'est apparu en Angleterre, fin du 18e, et la caractéristique, c'est c'est codifié, institutionnalisé et compétitif. Donc on parle de e-sport parce qu'il y a de la compétition. Voilà, il y a des équipes et c'est une compétition. Mais en effet, voilà, et puis c'est une définition masculine. Hein. C'est pour ça qu'en effet, ce qui est clivant dans les APS en France, et depuis toujours, hein, depuis la première enquête, hein, la compète, c'est plutôt les hommes. Voilà. En rappelant que si effectivement le mot sport est devenu synonyme de compétition, à l'origine, c'est un vieux mot français qui signifie amusement, et donc plus loisir, effectivement. Oui, mais le sport moderne, c'est Angleterre victorienne, fin 18e. Oui. Donc Fabien Dubocage du territoire de Belfort, département. J'aborderai la question plutôt sous l'angle de l'accès à la nature, puisque je suis gestionnaire, aménageur de sites et territoires pour la pratique des sports de nature. Je me réjouis que les jeunes se déclarent engagés pour l'environnement, à la fois, et je
pose la question parce qu'elle était en creux, mais j'aimerais bien des précisions, c'est leur connaissance des règles et usages des espaces de nature, à la fois en tant que protecteur de ces espaces, mais aussi pour qu'ils vivent de bonnes expériences, puisque une fois que vous êtes fait verbaliser pour mauvais stationnement, puis ensuite vous êtes fait verbaliser parce que vous étiez dans le mauvais endroit pour faire votre pratique libre, est-ce que vous revenez? Donc comment ce public se positionne, à la fois déclare un engagement, une envie de faire bien, mais est-ce qu'ils connaissent quand ils vont dans les espaces de nature, est-ce qu'ils les connaissent, comment on les utilise? Oui, Anne? Moi, j'ai pas la réponse précise. Il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. Nous, ce qu'on a étudié sur les jeunes, sur leur engagement avec la nature, c'est qu'engagement ne veut pas dire comportement et alignement du comportement. Ça, c'est une réalité. On a fait une grosse étude là, dernièrement sur justement la différence entre se sentir concerné et changer son comportement. Donc, effectivement, on est plutôt dans une génération qui, d'ailleurs, pour la plupart, sachez-le, ils ne font pas le tri. Hein. Enfin, pas tous, en tout cas, autant que nous. Donc ça c'est un fait. Après sur votre question de ce que j'entends, oui c'est la pédagogie et la culture des lieux. Alors ça dit beaucoup de choses, ça dit quelque chose sur le respect effectivement de nos lieux de pratique, sur le respect de là où on vit, donc ça c'est très culturel et dans l'éducation. Je pense qu'il y a quand même le sujet de rendre accessibles des lieux alors à cette génération-là, certes, et à d'autres, et par d'autres biais. Alors, moi, je pense toujours au parc américain, et je ne les prends pas du tout comme exemple, hein, parce qu'il y a plein de travers là-dedans. Mais ils ont quand même réussi à rendre accessible à une forme de plus grand nombre certains espaces. Alors ils en ont beaucoup plus que nous, hein, donc c'est plus facile. Nous, à la fois, on a un enjeu en France, en tout cas sur les territoires que je connais, d'une forme de sanctuarisation, c'est-à-dire ne mettons pas le pied dans ce parc-là, et c'est très bien, il faut le faire. Mais on a oublié, moi je trouve beaucoup, hein, l'outil pédagogique, hein, pour ne parler que du parc national de la Vanoise que je connais très bien, j'ai quasiment un pied dedans tous les jours. Je trouve qu'on a oublié justement le changement de société, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en 2019 qu'est-ce que ça veut dire de protéger, mais de le rendre accessible, de former les gens, d'en profiter justement pour expliquer, de passer des messages, quoi. Et on peut garder un espace tout à fait sauvage, le sanctuariser, mais en l'expliquant. Donc je pense qu'il y a un gros travail pédagogique, d'outils, peut-être, de moyens. Il n'y a peut-être pas les moyens pour le faire. Voilà. Oui, je rappelle qu'il s'agit de l'échange, donc peut-être que d'autres personnes dans la salle ont les réponses à diverses questions qui pourraient être posées. Et la question de fond étant effectivement comment développer pour toutes les valeurs que ça comporte les sports de nature et en même temps gérer toutes les contraintes qui vont peser sur la nature. Donc je pense que ça c'est quand même le gros défi qu'attend le développement, même si on veut le maîtriser des sports de nature. Ce qui est sûr, c'est qu'un des enjeux des prochaines années, ça va être ça. Hein. Ça va être de dire comment on fait pour multiplier du monde dans un espace naturel tout en le laissant plutôt sauvage. Hein. C'est un des grands problématiques de l'outdoor. Hein. Je vais réagir un peu dans le même sens en disant que quand on a des pratiques, aujourd'hui la montagne elle n'est plus réservée seulement aux alpinistes, il y a aussi des gens qui viennent en VTT, des gens qui font du trail, etc. Donc sur des espaces qui sont restreints, en tout cas il y a des sentiers, etc. Comment est-ce qu'on partage, etc. Moi je n'ai pas de réponse à cette question, mais c'est vrai que quand on amène des pratiquants, bah forcément il y a des questions de partage du cadre, du lieu qui se posent. Après, question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est effectivement la question de la multipratique qui était à l'ordre du jour. Voilà comment effectivement aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on parle de zapping sportif. Donc oui, Brice, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette nouvelle manière de pratiquer plusieurs sports ou Valérie effectivement du CPA, puisque ce qu'on voit c'est qu'en fait il y a
un trait caractéristique de l'évolution, c'est l'augmentation de la taille des portefeuilles de pratique. Et il y a une recherche de nouveautés. Et ce qu'on disait au départ, c'est l'aspect hédonisme. C'est-à-dire, l'hédonisme, ce serait la recherche du plaisir quasi immédiat. Et si on prend la salle de bloc, par exemple, là, rapidement, on met une paire de chaussons et puis on peut commencer à s'élever et les contraintes sont minimales. En général, il y a un petit bar avec un restaurant dans la salle. Donc on va faire un petit tour, on va boire une petite bière, un petit café. Et puis après, on retourne dans la salle faire un peu d'escalade. Et puis si tout va bien, on mange là. On change vite fait. Puis après, on retourne au travail. Et puis le soir, avec les réseaux sociaux, OVS, on va sortir. Je sais que c'était, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans certaines grandes salles d'escalade, 20% du chiffre d'affaires. Il y a quelqu'un qui organise sur OVS une sortie escalade au mur de Lyon ou à Pantin à Paris, enfin dans une grande salle, etc., etc. Donc ça marche très bien parce que y a de la nouveauté, c'est accessible rapidement et c'est vraiment c'est la liberté, c'est de l'hédonisme, c'est en diminuant un maximum les contraintes. Et les contraintes à tout niveau aussi pour ceux qui gèrent l'activité. Parce que le bloc, par exemple, c'est pas du tout la même chose qu'une salle à cordes. En matière de gestion, en matière de sécurité, en matière de normes, etc. etc. Donc il y a ça. Et puis la deuxième chose, après on en parlait, c'est tout ce qui est du domaine. Alors là, c'est plutôt catégorie moyenne et supérieure, les voyages. Donc ça, ça permet de zapper. Et c'est vrai comme il y a une massification, le corollaire de la massification, ça a été la diversification des activités. Et par exemple en 2010, mais on va peut-être battre le record en 2020, je sais pas, c'était à peu près 300 activités différentes déclarées par les gens. Et là, on parle même pas de modalité de pratique. Donc ça, c'est vraiment un trait caractéristique, mais ce qui n'empêche pas que ceux qui ont des tailles de portefeuille très très importantes ont souvent des pratiques piliers à l'intérieur desquelles ils sont licenciés, ils font de la compète, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un trait actuel, en effet. Après, je te passe la parole, mais par contre, moi, honnêtement, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à lâcher ce mot de zapping, qui jette un truc assez négatif et qui dit qu'en fait, la norme, ce serait n'avoir qu'une seule pratique, un sillon qu'on creuse comme ça toute sa vie. Je ne suis pas certaine de ça, en fait. Moi, je préfère le mot, pour le coup, pluralisme. Et regarder les pratiques des jeunes sur d'autres champs, et je pense par exemple au champ culturel, à l'internationalisation culturelle des jeunes. Pour le coup, là aussi, regarder les pratiques culturelles des jeunes, elles sont devenues plurielles aussi. Ils ont une culture internationale, quand bien même ils n'ont pas beaucoup voyagé, grâce notamment aux réseaux sociaux, aux pairs qu'ils ont rencontrés, avec qui ils restent en connexion, etc. Grâce aux plateformes, enfin voilà, je ne vais pas vous faire le pitch sur tout ce qui est devenu accessible. Ils ont aussi une culture qui est devenue beaucoup plus plurielle que la nôtre et qui se diversifie. Leur pratique sportive, elle est un peu comme leur pratique culturelle, elle est devenue plurielle. Mais moi, je dis pas... on évite de dire, nous, que c'est du zapping. Et alors, la question que vous avez posée tout à l'heure me fait penser à quelque chose sur la dimension des règles, du respect de l'espace de pratique, des règles de sécurité aussi, qu'il faut savoir observer vis-à-vis pour soi-même et pour les autres, parce que souvent on partage cet espace. Nous, il y a en tout cas un réflexe pédagogique qu'on a systématiquement et qui est aussi observé dans pas mal de clubs, enfin on n'est pas les seuls à faire ça, c'est la mise en action rapide. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de mise en action rapide du jeune dans une activité qu'il découvre, il décroche. Et ça, on le faisait déjà avant et aujourd'hui on le fait encore plus. Et cette mise en action rapide, alors dans des règles de sécurité observées, dans un cadre qui est aussi lui très... les jeunes ont l'impression d'être libres, mais ce cadre, il est là, il existe, il est formel. Voilà, il y a des éducateurs, il y a un site de pratique, il y a des contraintes aussi réglementaires très fortes, que vous connaissez tous. Ce cadre, il est sécurisé, il n'est pas libre, mais il donne un sentiment de liberté. Et c'est ça la subtilité du truc. Moi, je voulais juste finir sur la multipratique. Je pense que c'est très important. C'est de comprendre qu'il y a certainement un petit décalage là entre la façon dont l'offre. On est en train de proposer un certain nombre de pratiquants en France avec des fédérations. Alors moi, je ne sais pas mon domaine, donc je vais autant me permettre où effectivement on rentre par la pratique et effectivement un besoin
diversité. Et je me dis, en fait, qu'est-ce qu'il faut bouger, quoi. Aujourd'hui, j'ai plein d'exemples autour de moi, en tout cas, de jeunes, là, qui sont, et notamment, je reprends le cadre du ski, qui ont très bien compris, pour faire venir ces jeunes générations, et pour ne pas les faire décrocher, que il fallait effectivement, rapidement, qu'ils fassent plaisir, donc le sujet de l'apprentissage rapide, et puis 2, qui vont leur proposer d'aller dans d'autres pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour ne redonner que l'exemple de la Free Academy, mais ça peut se faire dans plein de domaines, et moi c'est ce que, à titre personnel, j'irai chercher demain, c'est pas du yoga, c'est qu'on m'ouvre sur d'autres pratiques. Et ces gens de la Free, ils leur proposent d'aller faire du foot, d'aller s'entraîner et faire du foot. Ils leur proposent d'aller faire de la salle indoor pour développer leur capacité d'équilibre. Il leur propose d'aller travailler l'esprit d'équipe avec le basket, parce que le ski, il n'y a pas plus individualiste que ça. Et donc en fait, c'est comment vous travaillez ensemble et comment aujourd'hui on fait des passerelles entre les sports. Ça va devenir indispensable, sinon c'est la mort des clubs, quoi. Enfin, moi, c'est un avis très personnel, parce qu'en fait, typiquement à titre personnel, je ne vais pas dans un club pour ça. Parce que j'ai envie qu'on me propose plein de choses, ou en tout cas une vision un peu plus holistique, je trouve, de la pratique. Oui, monsieur. Attendez, le monsieur derrière et après. Bruno Picoviac, donc je suis le président du comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais, et je représente aussi le CROSS, le comité régional des Hauts-de-France. Moi j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, je me demande quelle réflexion est la place pour l'accueil et l'accompagnement et l'accessibilité des personnes handicapées, qu'elles soient physiques ou mentales, au travers des sports de nature aujourd'hui. Parce que j'accompagne une petite start-up qui s'appelle Activandi, qui est hébergée à l'Outdoor Sport Valley. L'Outdoor Sport Valley, c'est le cluster qui rassemble toutes les marques de l'outdoor, plutôt à Annecy. Et c'est une petite entreprise qui justement essaye de travailler. Ils sont plusieurs en France, mais très peu encore, et je pense qu'ils demandent certainement à être soutenus. Activandi, c'est justement leur objectif, c'est d'aller aider à référencer tous les lieux qui seraient accessibles justement à différents handicaps. Donc on parle toujours du référencement, mais c'est indispensable en fait, c'est d'aller dire c'est tel endroit, tu peux y aller en fauteuil, c'est adapté à plutôt personnes non-voyants. Donc ils sont en train de faire un travail de référencement énorme en France et d'acculturation, du coup, et je trouve ça assez intéressant de dire tel site, tel hébergement, tel lieu d'accueil, et en fait on se rend compte, alors je commence à les accompagner, qu'il y a énormément de travail à faire là-dedans, parce que les professionnels pour le coup ne sont pas du coup éduqués à ça, mais c'est un petit début, donc il y a certainement des initiatives qu'il faut aller sourcer là-dessus, et parce qu'eux ils vont le faire avec le digital, et ils vont travailler sur une application qui est déjà un peu en ligne là-dessus. Donc moi je pense que c'est une des façons de faire, c'est déjà d'aller référencer les lieux, pour donner envie aux personnes en situation de handicap d'aller dehors, parce qu'en fait il y en a, il y a des endroits, mais il faut aujourd'hui que ça soit lisible en fait. Alors moi je ne vais pas répondre à l'ensemble de la question, je peux peut-être juste livrer un témoignage sur ce qu'on arrive nous à mettre en œuvre à notre échelle, sur la partie séjour sportif et sur la partie pour le coup loisirs sportifs accessible à côté de chez moi. Le sport adapté, c'est pas simple. C'est techniquement compliqué, il faut des éducateurs et surtout il faut monter des partenariats. Donc voilà, nous on est en partenariat avec des structures qui accueillent des jeunes en situation, et des moins jeunes en situation de handicap, et handicap physique, handicap mentaux. On le fait avec la Fédé, handisport, enfin les deux Fédés, puisqu'il y en a deux. On arrive à accueillir un certain nombre de jeunes, soit individuellement, parce que ce sont les parents qui font appel à nous, ou les structures dans lesquelles ils sont placés sur des séjours. Et ce que je trouve assez riche, c'est que pour le coup, ils pratiquent avec des valides. Et ça, voilà, ça enrichit quand même tout le monde. On accueille des groupes aussi, sur différentes activités, du ski, de la croisière, de la voile. Sur les loisirs sportifs, on a développé quelque chose qui me paraît particulièrement pertinent. Ça s'appelle Cap Loisirs Sportifs, avec l'aide de plusieurs partenaires et nos équipes. En fait, on va dans les structures. On amène l'activité au sein des structures avec du matériel de pratique mobile. Ça a commencé petit, en Ile-de-France, et puis on s'est étendu à l'ensemble de la région.
Et aujourd'hui, on amène dans les IME, les IM Pro, les structures spécialisées, l'activité sportive. Et l'idée, c'est de donner envie à ceux qui le peuvent et aux structures aussi d'accompagner la pratique sur d'autres lieux et de sortir du site. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien en termes de bonnes pratiques, j'ai envie de dire. Mais bon, pour le coup, il faut qu'on s'y mette à plusieurs sur ces actions. On n'est pas les seuls à agir. Les fédés font un travail formidable, les fédés dédiés aussi. Mais c'est une question qui reste toujours posée, évidemment, vous avez raison, bien sûr. Le ministère des Sports, je ne sais plus si c'est déjà publié ou si ça va l'être, mais ils avaient publié il y a quelques années un Handi-Guide qui cherchait à référencer les lieux de pratique adaptés aux personnes en situation de handicap, parce que c'est vrai que on parlait d'accessibilité tout à l'heure, mais pour les personnes en situation de handicap, il y a une barrière supplémentaire. Parfois, une volée de marche, ça peut suffire à rendre un lieu inaccessible, aussi bien que pour une personne valide, 100 km pour aller à un lieu. Donc il y a une barrière supplémentaire à lever, donc il faut mettre tout en œuvre pour la lever. Et le ministère des Sports, un recensement des lieux de pratique, un recensement des clubs qui sont ouverts, c'est déjà les premières étapes, c'est un peu ce qu'on peut faire au niveau national de mieux. Et après, il faut effectivement que ce soit porté au niveau local. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs aussi du territoire qui sont mobilisés, que ce soit les acteurs publics. C'est-à-dire que beaucoup de territoires sont en train de revoir leur schéma de randonnée, leur fameux PDIPR. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, il est demandé de faire l'inventaire de l'ensemble des sentiers de randonnée accessibles aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Donc c'est déjà quand même une prise de conscience. La loi ne les y oblige pas et ils le font spontanément. De la même manière, quand vous voyez les équipementiers, je pense par exemple dans le vélo. Aujourd'hui, on n'a pas encore parlé de vélo à assistance électrique autour de cette table, mais qui est un élément qui permet l'accessibilité. Aujourd'hui, les vélos 4 roues tout-terrain avec assistance électrique se développe de plus en plus pour permettre justement la mobilité, que ce soit, on va dire, sur des chemins de randonnée, que ce soit du VTT de descente. Et aujourd'hui, vous voyez de plus en plus de sites, et je ne parle pas que de stations de ski, parce que le VTT de descente, ça se pratique dans beaucoup d'endroits. Vous allez pas très loin d'ici, du côté d'Autun, en dessous d'Auxerre, où ils ont créé des pistes de descente. Sur les 7 pistes de descente, vous en avez 2 qui sont destinées justement à les personnes à mobilité réduite. Donc, il y a quand même ce sentiment-là. Bien sûr, ça reste proportionnel au nombre de pratiquants. Bien sûr, c'est insuffisant, mais il y a quand même des initiatives. Et puis, je pense qu'il faut relever aussi, et c'est pas suffisamment médiatisé malheureusement, mais les exploits qui sont réalisés par des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire des gens aujourd'hui, des personnes à mobilité réduite qui font des sommets, qui sont capables de faire des 4000, des 5000, et avec une équipe, bien sûr, les gens qui font du ski. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être sur 70% des écoles du ski français qui proposent un encadrement pour aller faire du ski sur des personnes à mobilité réduite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs ont cette conscience, cherchent à trouver des solutions. Maintenant, il faut poursuivre le travail et éduquer aussi de la même manière, amener ces gens-là à la pratique. Et effectivement, si demain on a un annuaire, un référencement de l'ensemble de ces sites de pratique, ce sera un outil supplémentaire pour faciliter l'accès à la pratique à ces personnes-là. Il y avait encore une question ? Monsieur ? Oui, bonjour à tous. François Joliveau, je suis le président du comité départemental de voile de la Somme, mais pas que. Je suis aussi un tout jeune retraité de l'éducation nationale, prof d'éducation physique. Je suis à la fois extrêmement étonné, surpris par les propos qui ont été tenus vis-à-vis des interlocuteurs, là, des gens qui sont autour de la table ronde, concernant leur rapport à l'éducation nationale. Alors je ne veux pas la défendre et je veux bien croire que certains ont eu des rapports à l'éducation nationale dans le grand contexte qu'elle est problématique. Ce que moi je retiens, c'est que l'éducation nationale par rapport aux activités de nature outdoor, comme vous voulez, hors quelque chose, est extrêmement présente. J'en citerai simplement 2 exemples. C'est la place prépondérante dans les cycles de formation, cycle 2, cycle 3, enfin, beaucoup d'enseignants dans la salle, j'espère, se reconnaîtront. Donc avec des compétences à valider pour les élèves féminines,
oui, enfin pour toutes sortes d'élèves, pour l'élève de lambda des collèges et des lycées, extrêmement forte. Donc ça me paraît extrêmement important d'avoir ce rappel des cycles et des compétences à atteindre. Et puis, dans le même sens, la présence extrêmement forte dans les cycles et dans les séjours divers organisés au sein des établissements qui ont un rapport direct avec les pratiques de pleine nature. L'escalade, les pratiques escalade sont un point très fort. La course d'orientation est un point très fort. La pratique du canoë-kayak aussi. Et ne pas en faire, le montrer ou le mettre en évidence me paraît un petit peu facile. Alors c'est d'autant plus facile peut-être qu'il n'y a pas de représentant de l'éducation nationale clairement présent pour aborder cette question-là. Dernière chose, la formation des enseignants aussi a fait énormément de progrès de ce côté-là. Il est de nombreux STAPS, y compris à Lyon, oui, Lyon, qui sont en pointe par rapport à la pratique des activités de pleine nature et qui ont eu des démarches extrêmement précises, fortes, d'une analyse de la pratique et des moyens didactiques à mettre en place pour les rendre ludiques, conviviales, mais aussi techniques et évolutives, qui ont fait leurs preuves. Et l'Université de Lyon, pour ne pas la citer, mais d'autres aussi, beaucoup d'autres, sont en pointe à ce niveau. Donc je crois qu'il ne faut vraiment pas considérer l'éducation nationale comme quelque chose qui serait un poids pesant, mais au contraire, le moyen de faire découvrir ces activités d'outdoor de façon extrêmement cohérente. Voilà. Merci d'apporter ce complément d'information. Je vous laisse. Moi, j'ai juste l'impression qu'on n'a absolument pas dit le contraire, mais c'est peut-être qu'on s'est mal exprimé. Alors moi, pour le coup, en tant qu'UCPA, des classes et des scolaires, on en accueille toujours énormément chaque année. Effectivement, je confirme, à la manœuvre, le plus souvent, il y a le prof d'éducation physique qui a décidé que cette expérience de nature, appelons-la comme ça, parce que moi j'adore ce terme, je trouve ça très positif, elle était enrichissante, fondamentale, constructive pour ses élèves. Et on a aussi de plus en plus, c'est intéressant, des profs d'autres matières qui construisent aussi avec nous des programmes qui vont, notamment des profs de sciences naturelles, etc., qui vont permettre de travailler la matière autrement. Alors ils le font souvent en partenariat pour le coup avec le prof d'éducation physique. Mais j'ai pas l'impression en fait qu'on ait fustigé l'éducation nationale. Nous, typiquement à l'UCPA, on s'interroge plutôt sur comment on pourrait travailler plus ensemble. Alors, on a eu une convention, ça a le mérite d'exister, c'est une convention cadre avec l'éducation nationale. On crée de plus en plus de ponts aussi avec les STAPS, et notamment aussi parce qu'on est éducateur formateur au métier du sport et qu'il y a énormément de jeunes qui sortent de STAPS et qui viennent se former à l'UCPA et qui deviennent éducateurs sportifs. Voilà, enfin, je pense que c'est un lieu, pour le coup, fondamental, qui touche tous les enfants, qui a quand même continué à jouer ce rôle de mixité sociale, malgré les nombreuses attaques que subit l'école aujourd'hui sur ce champ-là, parce qu'il y a quand même un peu d'entre-soi qui est en train de se développer dans la société française. Mais pour le coup, s'il y a bien un levier à actionner plus fortement pour accélérer, développer la pratique, lutter contre la sédentarité, c'est bien l'école. Là, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table ronde. Moi, mon premier ministère du TEL, ça reste le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et effectivement, j'ai pas du tout l'impression qu'on ait justement voulu juger l'action des profs d'éducation physique et sportive dans les écoles. Et au contraire, c'est parce que eux, ils ont la lourde tâche d'accueillir tout le monde et d'inciter tout le monde vers la pratique. Effectivement, nous, ce qu'on constate après, c'est qu'en club se retrouve finalement une frange qui est privilégiée, c'est les CSP+, c'est les enfants de parents qui ont un bagage social plus élevé. Alors que dans le cadre scolaire, on a tout le monde et il faut amener aussi bien la personne dont les parents sont très sportifs que la jeune fille de milieu populaire qui, elle, n'a pas envie. Et effectivement, c'est là qu'on sent qu'il y a une difficulté parce que c'est là que tout se joue. Pour certaines personnes, le seul contact avec la pratique sportive et la pratique outdoor, c'est dans ce cadre-là. Et comme si elles ne sont pas sensibles, si elles n'ont pas été accompagnées par ailleurs par leur cadre social, leur cadre familial, et ben c'est là qu'elles décrochent. Donc forcément, pour l'éducation nationale, c'est d'autant plus difficile parce qu'ils ont vraiment un challenge d'universalité qui
qui est vraiment difficile à surmonter. Oui, je vous remercie pour l'UFR Stade de Lyon, c'est gentil, merci. Moi, je vais juste préciser une petite chose. Le propos, c'est pas éducation nationale. Moi, le propos, c'était de dire que les comités d'entreprise, les gros comités d'entreprise au niveau historique, ont emmené des millions de gamins et à la mer et à la montagne, à la campagne, et juste le constat, c'est plus le cas. Voilà. Anne, un dernier mot et on prendra une dernière question. Effectivement, je pense que le sujet n'est pas de dire que c'est la faute de... Au contraire, effectivement, c'était plutôt de dire que l'éducation avait un rôle fort. Moi, je reste persuadée qu'il y a des modèles anglo-saxons, alors qui sont très intéressants. Moi, je préférais effectivement que le sport ait plus de... En tout cas, que la nature, d'ailleurs, et le sport ait plus de place à l'école, sur les 30 heures accordées. Et je sais que c'est pas facile, voilà, je sais qu'il y a plein de freins. Pour donner juste l'exemple, et Emmanuel le connaît très bien, des écoles en Savoie et en Haute-Savoie, je suis désolée, il y a énormément de freins et il faut les aider. Ils ne vont pas tous faire de l'escalade, ils ne vont pas tous dans la montagne parce qu'il y a énormément de freins aujourd'hui à l'école. Donc, vous les connaissez, d'encadrement, il n'y a plus personne qui veut encadrer. Voilà, donc en fait, il faut aider au contraire cette institution à mettre les enfants dehors, quoi, à mettre de l'herbe dans les cours. Enfin, je sais pas, moi je connais très bien l'Allemagne. C'est un modèle qui pour moi est hyper intéressant à comprendre. Il y a de l'herbe dans les cours d'école, quoi. Et ça fait moins mal que le bitume. Dernière question, monsieur. Il faut appuyer sur le bouton devant vous. Oui, bonjour. Alain Chenbeau, École nationale de voile et des sports nautiques. Je voulais savoir si dans les réflexions plutôt sociologiques, était abordé le paradoxe sport de nature, dangerosité, transgression. Je veux dire par là, sport de nature, c'est l'environnement, c'est le risque, c'est le caractère transgressif parfois chez les jeunes, y compris d'ailleurs dans des pratiques de skate ou d'acrobranche ou autre, d'aller jusqu'à la transgression et bien au-delà. Et puis d'un autre côté, d'une société qui se veut nos risques, nos dangers. Et est-ce qu'il y a des travaux sur cette problématique du caractère sécurité, nos risques, et puis d'un autre côté, le sport de nature, par nature, présente des risques. Donc voilà. Ouais, oui, il y a des travaux. Il y a des thèses de Bastien Soulet, par exemple, à Lyon d'ailleurs. Oui, il y a cette différence entre risque subjectif et risque objectif. Cette médiatisation aussi de l'accidentologie. Parce qu'il y a un moment donné, alors bon, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Bon, c'est très spectaculaire, mais en fait, le nombre de morts, alors j'ai parlé de choses que je connais un petit peu plus en alpinisme, en ski de randonnée, il est quand même assez stable. Voilà. Alors quand il y a un gros carton qui a 8 morts, voilà, ça fait la une des médias. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si on parle d'accidents sportifs, bon, alors là on parle de mort quand même, mais si on parle d'accidents sportifs, on sait très bien que le fait d'être un jeune, le fait d'être un homme, les motivations c'est quoi? C'est la prise de risque, voilà, c'est l'engagement physique, et que ça participe aussi à la définition masculine. Alors après, est-ce que dans notre société, est-ce que d'un point de vue, du point de vue de la jurisprudence, est-ce qu'il y a plus de condamnations, etc., etc. Je peux pas vous répondre. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le rapport au corps, il a changé. C'est-à-dire, et même on le voit chez les professionnels, par exemple ceux qui pratiquent les guides, etc. La nouvelle génération n'a pas le même rapport au corps que l'ancienne génération, et notamment en termes de prise de risque. Voilà. Un dernier mot. Rapidement. Francis Gaillard, Pôle ressources nationales sport de nature. Sur les 3 dernières observations, je souriais en pensant qu'on avait bien raison d'être réunis là aujourd'hui, puisque a priori, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés, qui ne sont pas encore complètement portés à la connaissance de chacun. Donc ça nous laisse un petit peu de travail pour les mois ou pour les années à venir.
Et là, en l'occurrence, un travail sur l'apprentissage de l'autonomie dans les sports de nature, en regard de la prise de risque. Je crois, si je me tourne vers mon voisin de gauche, que c'était juste il y a 15 jours, 3 semaines en arrière, le dernier stage qu'on a pu organiser sur le sujet. En ce qui concerne les relations entre les sports de nature, les cadres et le cadre scolaire, il me semble qu'il y a vendredi matin au ministère des Sports un comité de pilotage de la relation qui lie le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports et d'autres partenaires. Ce sont des sujets qui sont pleinement d'actualité. Et même si nous sommes réunis ici pour ne pas fonctionner en silo, il nous reste effectivement donc du travail pour bien partager toutes ces informations. De même, si j'ai bien noté, qu'il serait intéressant que les pratiquants puissent deviner, enfin non pas deviner, mais connaître et accéder aux conditions de pratique sur leur territoire, et un des lieux d'échange pour construire cette information, pour concilier les usages, s'assurer que l'ensemble des acteurs se connaissent, s'apprécient, parlent le même langage, etc. C'est une compétence qui est donnée aux conseils départementaux depuis une petite vingtaine d'années, et que ce n'est pas complètement un hasard si on est ici, c'est parce que justement il y a des départements qui ont pleinement pris cette compétence et qui constituent également un lieu d'échange pour s'informer et construire des opérations locales. Alors c'est vrai que la première volonté, c'est plutôt de préserver l'accès aux lieux de pratique, mais ces lieux de pratique étant préservés, la question de l'information à délivrer aux pratiquants est à combler. Cette question est à combler. Il faut travailler sur l'information. Et il nous reste quelques années, j'imagine, de travail pour boucler la boucle, mais ces sujets sont complètement d'actualité. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort.